Excellent. Donc, bienvenue à ce 9e cours d'INF 2171. Donc, cette semaine, on va regarder premièrement la correction de l'examen intra. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée de comment ça s'est passé pour vous. Donc, je vais passer au travers de chacune des questions. N'hésitez pas si il y a des manques de compréhension, vous n'êtes pas certain de la réponse. Habituellement, je vais donner la réponse, puis je vais aller dans une petite explication. Mais à partir de là, s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas certain, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Fait que on commence avec la première partie qui est un petit peu plus, je dirais, théorique ou de connaissances. Donc, premièrement, on demande l'architecture PEP8. C'est une architecture de combien de bits? Donc, on avait parlé des tailles d'architecture comme étant l'élément fondamental, habituellement le mot ou la taille des registres. Donc, c'est quoi l'élément le plus fondamental quand on travaille avec nos calculs, quand on travaille avec nos registres en PEP8? Ben, c'est 2 fois 8 bits, 2 octets. Donc, c'est une architecture de 16 bits. C'est la taille des registres, c'est la taille de la mémoire. C'est quand on fait des branches, c'est de cette taille-là. Donc, c'est 16 bits. Ensuite, on avait quelques conversions à faire pour travailler avec des nombres initialement négatifs. Okay? Donc, on voulait représenter sur un certain nombre de bits. Donc, on te demandait c'était quoi la représentation de ce nombre-là en binaire. Et ensuite, on te demandait si on prend cette représentation binaire-là, c'est quoi leur représentation non signée? Qu'est-ce qui arrive si on faisait semblant qu'on n'avait pas de valeur négative puis qu'on considérait ça directement comme étant une valeur décimale positive? Donc, on commence. On voulait avoir moins 256 sur 16 bits. Fait qu'on commençait pour trouver comment est-ce qu'on écrit des valeurs négatives. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la valeur initiale. Puis on fait un complément à 2 dessus. Donc, on commence, on veut trouver 256 en binaire sur 16 bits. Donc, 256, c'est le 9e bit le plus significatif, qui est juste à 1. À partir de là, on fait un complément à 2. Avec le complément à 2, comment ça fonctionne? C'est qu'on inverse toutes les bits, puis ensuite, on rajoute 1 au dernier ici comme étant une addition. Donc, le principe ici, c'est qu'on inverse tous ceux-là. Fait que ça me donnerait tous des 1 sauf un 0 ici. Puis, si je rajoute 1, ben là, ça fait en sorte que, tu sais, il y a une dizaine qui passe, puis qui revient ici, qui va, ça fait flipper. Si on le fait, mettons, complément 1. Là. On a le... Ça... Avec le complément 2, c'est de rajouter 1 à ça. Donc, en rajoutant 1 ici, ça devient 0, qui carry, ça devient 0, ça devient 0, ça devient 0, ça devient 0, ça devient 0. Et cela, ça devient 1. Ce qui nous donne notre résultat final. OK, donc, moins 256 sur 16 bits. Et c'est pour ça qu'il fallait savoir la taille de notre nombre, le nombre de bits, parce que si on fait des compléments 2, il faut savoir combien il faut flipper initialement. Fait que ça ici, ça nous donne moins 256 sur 16 bits. Une question de Kim. Ici, c'est juste un nombre. C'est en base 10. Moins 256, il est en base 10. C'est un bon point. Si tu le fais en pur hexadécimal, je vais te donner les points aussi, c'est mon erreur.
Euh, ici, ici, par exemple, c'est la représentation, c'est le nombre de bits que ça va prendre. Mais tu peux voir l'ambiguïté, je vais pas te pénaliser. Par exemple. Ici, j'ai donc assumé de retourner sur nos 20 ans d'expérience à l'école et utiliser la base normale, là. C'est la base 10. Mais. Ah, d'accord, d'accord. Bon, c'est plus ça ici là, qui est en jeu. Mais garde ça en considération. Ok, fait qu'on avait donc le complément 2 qui est sur 16 bits. Ça, c'est notre moins 256. Fait que la deuxième chose à faire, c'était de dire, OK, ben je prends cette valeur-là, puis j'ai dit, je veux savoir c'est quoi sa représentation décimale non signée. Donc, si j'interprète ça comme étant un nombre positif, ça me donne combien? OK? Hein, fait que le principe, c'est cela vaut 1, cela vaut 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, et ainsi de suite. Fait que si on convertit ça en nombre positif, ça nous donne 65 280 comme deuxième résultat pour la première question. Ensuite, on fait le même principe, mais avec, parce que cela c'est plus facile, là, si tu peux trouver quelques calculatrices en ligne qui peuvent te faire ça facilement. Mais sur 5 bits, ça, il faut un peu plus le faire à la main. On a une question de Soul. Qu'est-ce que t'as marqué? Ben, c'était faux. C'est le genre de choses que je peux poser des questions. Mais c'est ça que j'attendais là. Quand on parle de représentation non signée, ben c'est quelque chose qui n'a pas de signe négatif. Fait que, mettons, pour le premier, t'as donné quoi comme réponse? Ben, ici, on pourrait partir de qu'est-ce que tu as écrit, puis après ça, on pourrait regarder pourquoi est-ce que c'est possiblement faux, puis à partir de là, on pourrait décider, mais si tu me dis même pas qu'est-ce que toi t'as marqué, je sais pas. Mais bon, tu sais même pas c'est quoi ta réponse en ce moment, fait que j'irai pas dans les détails de ça. Fait que si après ça tu veux en jaser en courriel, ça va me faire plaisir. J'ai une autre question de Kevin. Fait que tu parles de la dernière partie ici. Fait que le principe ici, c'est quand on a un nombre binaire et qu'on veut retrouver son nombre décimal derrière, chacun des bits est une puissance de 2. OK? Fait que le principe, c'est
que les 4 premiers bits, le premier bit, il vaut 1. Avant ça, il vaut 2. Il vaut 4. Il vaut 8. Après ça, là, ici, c'est... Là, ici, là. Après ça, ça vaut 16, 32, 64. Donc, c'est les puissances de 2, là. 128, 256. Donc, ces 4 bits-là, pour chacun des bits, ça vaut un de ceux-là. Là, en ce moment, ils sont tous à 0, là, mais je vous démontre le principe. Ces 4-là, pour chacun des bits, vaut cette affaire-là. Fait que après ça, ben là, j'ai 512, j'ai 1024, 2048, j'ai 4096. Fait que dans ceux-là, hein, chacun des bits valait chacune de ces valeurs-là. Fait que tu les additionnes ensemble. Tu continues comme ça. Là, ici, je les connais plus par cœur. 8180, 92. Ouais. Et ainsi de suite. Fait que tu les additionnes ensemble, puis ça te le donne. Donc, c'est chacun des bits qui est une puissance de 2 qui va aller avec. Ça va être ça. J'ai une question de Vanna. Ici, on était juste en train de faire le complément 2 de notre... Ici... Ça, c'est 8. Ça, c'est 2, t'as raison. Comme ça. Fait que ça va devenir 0, 0, 1, 1, qui va devenir 1. Comme ça. Ça devient... Ben ouais, c'est ça. J'ai une place. Ok. Fait qu'on y va avec 12. Ah non, ben est-ce que c'est les questions? Les mains restent levées. Une nouvelle question. Ok. Parfait. Donc, on a le moins 12. Donc, 12 en binaire. Hein, donc, 1, 2, 4 et 8. Le 4 et le 8 sont à 1 pour me donner 12. Je fais le complément 2 qui me donne 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, encore une fois, j'inverse tout. Et une fois que c'est inversé, je rajoute 1. Puis après ça, on voulait savoir c'était quoi ça en décimale. Donc, on a ici le 16 plus 4. Ouais, ça me donne 20. Donc, ça me donne 20 en décimale. On continue, même principe, mais juste plus petit. On a le moins 3 sur 4 bits. Donc, 3 en décimale, c'est 0011. Encore une fois, c'est sur 4 bits. On a ensuite le complément 2. Donc, on inverse tout. On rajoute 1. Puis, celui-là, on n'avait pas rien à faire d'autre. On le revient, on le retourne en décimale. Puis, ça me donne 13. Alright. Fait que ça, c'était pour nos valeurs binaires. On a ensuite, on veut stocker des valeurs de moins 50 à 300. J'ai une question de Félix. Si tu as le même principe de tu as compris que chacune des valeurs était sur 2 octets, moi c'est ce que je recherche. Ouais. Ouais. C'est correct. Fait que ici,
on peut utiliser... Donc ici, le principe, hein, c'est que un octet, un byte, ça sauvegarde jusqu'à 256 valeurs. Nous autres, on utilise des valeurs signées. Fait que ça va de moins 128 à 127. Donc si on ne rentre pas dans ce range-là, il fallait utiliser une taille plus grande. Dans ce cas-ci, il fallait utiliser 2 octets, hein, la taille normale. Donc on peut utiliser le Word ou le bloc 2. Les deux sont équivalents. Ça nous réserve un mot, hein, ou 2 octets directement. Puis pour le charger en mémoire, ben, on peut utiliser les commandes LDA, LDX pour envoyer ça dans nos registres. Ensuite, la taille en mémoire, donc en gros, c'est quand j'écris ça, combien d'espace est réservé dans mon programme en PEP8. Donc, le Word réserve 2 octets ou un mot, c'est la même réponse. Bloc, donc ce qui vient après, c'est la valeur, hein, donc ça n'a pas d'incidence sur la taille en mémoire. On a ensuite bloc, lui, va prendre le nombre d'octets qui est ici, donc ça me réserve 3 octets. Ensuite, on a byte 3 qui est un octet, encore une fois, le même principe avec Word, c'est qu'on a notre élément ici qui est la valeur, donc ça va juste réserver un octet. Puis ensuite, on a le address qui va me prendre une place en mémoire. Hein, donc, lui, les places en mémoire, c'est 2 octets, hein, ou un mot de long qui est réservé. Une question de Patrick. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Donc, je pense qu'il est passé. Ben, lui, il prend 0 place. Donc, le principe, c'est que le end, un peu comme les equate, ne prennent aucun espace directement dans le programme. C'est juste un élément pour nous dire que c'est existant. Question de Félix. C'est dans le code objet que c'est comme ça, mais ce n'est pas dans la mémoire. Donc, quand tu le roules dans PEP8, là, bla 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 bla. Et ici, je vais prendre comme exemple qu'est-ce qu'on s'en fait tantôt. Et dans le code objet qui est comme sauvegardé, tu as un ZZ pour dire que ça finit, là, oui, mais dans la mémoire elle-même, le N ne prend pas d'espace. Donc ça ici, c'est juste un truc de fichier pour dire que le fichier est fini, là. Mais c'est pas comme ça dans la mémoire. Ben la réponse c'est 0 octet. Fait que si tu as mis 1 octet, est-ce que tu penses que tu peux... Non, c'est ça. Parce que c'est pas dans la mémoire, ça. C'est vraiment juste un truc de fichier pour comme comprendre qu'on est bien à la fin puis que c'est pas... c'est seulement pour le fichier objet et comme un autre mécanisme juste pour sauvegarder nos programmes. OK. On est bon avec ça. On continue. On regarde le code assembleur suivant, puis il faut donner la taille de chacune des instructions. Fait que ça revient un peu à ce qu'on a fait précédemment, mais avec les instructions. Donc là, ici j'ai sur le rebord là, le nombre d'instructions. Donc la majorité des instructions sont à 3 octets. Il y a certaines instructions qui en prennent juste un. En fait, si vous ne voulez pas trop vous casser le basic, hein, vous avez ce code-là, vous pouvez le paster puis le mettre ça dans le listing. Hein, ça vous disait directement quel élément faisait quoi à chaque instant. Donc, la majorité des instructions qui prennent des commandes prennent 3 octets. Il y a certaines instructions qui n'ont pas besoin de paramètres qui vont prendre un octet, comme nega et stop prennent seulement un octet. Puis ensuite, il y avait les différentes directives. Donc, bloc 3, on a vu que c'était le répondu en haut, ça va bien. On a le n qui est 0, puis on a aussi le equate, hein, qui était juste un NIDE
qui ne prend pas d'espace dans notre programme. Donc, elle aussi vaut 0. Ensuite, quand on exécute l'instruction, il faut savoir, OK, juste avant l'instruction start, on est rendu à quelle adresse dans le programme counter. Donc, tu pouvais directement le regarder. Donc, c'est juste voir si vous étiez capable de trouver le programme counter en mode débogage. Ou sinon, tu peux aussi le calculer en ayant indiqué c'est quoi la taille en mémoire de chacun. Ben, juste avant de faire le stop, ben, on a eu 3, 3, 1 et 3. Fait que ça me fait 10 cases de mémoire passées. Donc, le programme counter va être à la case 10 à ce moment-là. Puis, ben, en hexadécimal, 10, c'est A. Fait que le programme counter était à A avant de faire l'instruction store. GSN. Ça ne dérange pas, là. Si tu as marqué 10, c'est correct, là. Si tu as marqué 1, 0, 1, 0, c'est correct aussi, là. C'est pas... Ici, c'est juste ma réponse spécifique, mais la base n'est pas nécessaire. Kim. Ben, je dis avant d'exécuter celle-là. Ben non, parce qu'avant d'exécuter store, il va être rendu à store. Ouais, ben ici, c'est... Ah, ok, ouais, je peux le voir, je peux le voir. Si t'as marqué 13, ça marche aussi. Ou D? Non. C? A, B, C. D, ça marche aussi. Mais le principe ici, c'est tant que t'étais rendu là, puis t'as vu qu'il a avancé au moins de 10-13 que je recherche. Ok. Quelle sera la valeur représentée par notre adresse ici, X? Donc, encore une fois, tu peux décompter le nombre, ou sinon, quand tu le compilais, tu pouvais directement aller voir l'adresse de X. C'était 0x 0011. Encore une fois, si tu l'as mis en décimal, pas grave. L'ordinateur, il voit pas les bases, nous non plus. Puis finalement, il fallait trouver qu'est-ce que fait le programme. Donc, trouver l'opération arithmétique. Donc, le principe, c'est que on lit un nombre, on l'inverse. Donc, on l'inverse. Ici, le nom de la variable n'a pas d'importance. Ici, tu aurais pu marquer A, Y, Z, X. Puis après ça, on soustrait lui-même la variable initiale avec ça. Donc, on a le moins X, puis c'est ça qu'on ressort. Donc, quand on a ici, tu peux marquer moins 1 fois ça, moins. Donc, le principe, c'est qu'on a une négation suivie d'une soustraction. Donc, c'est ça qui est représenté. Je suis un homme heureux. Pour vous, il y avait des points. Prochaine question. On a le code objet suivant. Donc, je veux savoir c'est quoi le code objet équivalent. Donc, je vous demande d'avoir des symboles appropriés aux endroits. Donc, le principe, bon, on prend chacune des instructions. Ça, c'est un LDA, ça prend 0. OK. On a les différentes actions chacune. Oui. Ah oui? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça ou pas? Vous voyez ici, solution. Je pense que c'est peut-être ta fenêtre qui est à déplacer.
parce que le reste du monde semble le voir correctement. Donc, on a le code objet suivant. On veut avoir le code en assembleur équivalent, puis on voulait voir c'est quoi le résultat du programme. En passant, pour le résultat du programme, si vous n'aviez pas réussi à décortiquer, tu pourrais quand même aller chercher. Quand tu es dans PEP8, tu peux aller rouler directement le code objet. Fait que si tu copiais le code objet là-dedans, c'était capable d'exécuter le code objet sans avoir rien d'autre. Donc, tu pouvais au moins aller chercher le fait que ça donnait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais autrement, il fallait convertir. Donc, vous l'avez fait en laboratoire. Le principe, c'est que tu prends chacune des instructions. Tu vas regarder c'est quoi le numéro de l'instruction. Tu regardes ensuite c'est quoi l'opérande qui vient avec. Puis, le principe ici, c'est en voyant qu'on utilisait l'adressage direct, qui était à un espace mémoire qui est après le stop. Donc, je voulais avoir ici le principe d'utiliser un symbole qui pouvait être remplacé dans notre programme pour bien voir qu'est-ce qui se passe. Même principe avec le branch pour être capable de bien représenter cette information-là. Une question de Félix. Oh, oui, c'est correct. C'était compliqué la vie, là. T'aurais pu copy-paste, là. Ok. Fait que c'est pas mal ça. Le principe, c'était de décortiquer chacune des instructions puis d'être capable de l'exécuter. J'ai une question de Vanna. C'est pas parfaitement bon. Donc ici, je demandais d'ajouter des symboles aux endroits opportuns. Donc quand on a de l'adressage direct, habituellement c'est parce qu'on a une variable quelconque qu'on a déclarée là. Donc c'est un élément manquant. Alright. Donc ensuite, on a le programme suivant là, qui, les deux nombres, les additionne puis affiche le résultat. Rien de trop fancy là-dedans. Si je demande, si je rentre 35 000 puis 10 000, c'est quoi le résultat? On s'attend que on les additionne, ça devrait me donner 45 000. Ça me donne moins 20 536. Donc, je demande pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Fait que la problématique ici, c'est le 35 000 dépasse la capacité maximale de notre registre. Donc, lui, quand il va essayer de lire ça, il va me donner une valeur qui va devenir négative. Donc, le 35 000 ici fait un overflow, dépasse la capacité du registre. N'importe quoi qui a rapport au 35 000 est un nombre trop grand, puis on n'est pas capable de le traiter correctement dans notre programme. C'est ce que je m'attendais ici. Donc, à quel point est-ce que ça diverge? Donc, on peut ici parler du decky du 35 000. Donc, si tu as été le faire, là, tu vois que ça met 35 000, mais puisque 35 000, c'est plus grand que la valeur positive maximum, ça devient une valeur négative. Donc, parler des deckys ici, c'est là que ça se passe. C'est pas dans l'addition, c'est dès la saisie que c'est problématique. Puis finalement, on demandait comment est-ce qu'on ferait pour gérer ça. Donc là, il y a une panoplie de réponses possibles. Commencez pas à me demander chacune de vos réponses, est-ce qu'elle est bonne? Vous allez le voir quand je vais corriger l'examen. Mais une réponse parmi tant d'autres, c'était, il fallait habituellement rajouter du stock là. Okay? Donc ici, je disais, on pourrait lire la valeur manuellement, avec des chars hauts, puis faire notre propre additionneur de haut niveau.
OK? Donc, c'est ce qui se passe en fait quand on essaye d'additionner des grands nombres dans nos ordis puis que nos ordis sont pas capables de le faire. Une question de David. Deki, il va sauvegarder l'information en mémoire. Puis dès que l'information est en mémoire, la représentation est plus bonne. Fait que c'est vraiment celui-là qui est problématique. Chez Félix. Ah, ok, ouais, ça dépend comment tu l'as écrit, là. Si tu dis, mettons, en fait, tu pourrais dire aussi, hein, ultimement, c'est peut-être le déco qui est pas bon, là. Hein? Est-ce que c'est lui qui considère que la valeur à l'intérieur, c'est la bonne, mais lui affiche ça en non signé? C'est aussi possible. Ça marche aussi. Je suis d'accord avec ça. On a David. Ah, ok. Si vieille. Alright. Donc, on continue. On a le gentil programme suivant. On te demande qu'est-ce que ça l'exécute. Donc, même principe que le dernier, mais différemment. Donc, ça fait de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Si tu as marqué affiche les nombres de 0 jusqu'à 9 de manière séquentielle, je le laisse aussi. Hein? On est conséquent. Ensuite, donc, je demande. Je regarde le programme, puis les stops semblent être pas vraiment accessibles. Hein? Fait que le principe ici, c'est que j'ai un branch qui va faire des choses, puis j'ai un branch qui va aller refaire des choses. Les stops sont jamais, ok, à première vue, exécutables. Donc, je demande pourquoi est-ce que ce programme-là semble être capable de terminer sans avoir trop de problèmes. Donc, ici, on a le principe de c'est un programme. Ah oui, ici, il y a une troisième question là, qui demande c'est quoi le type de programme. Je sais pas, j'ai marqué où. C'est un programme impur. Donc, ça va s'auto-modifier pour être capable de changer qu'est-ce qui se passe. Donc, le principe, c'est ici qu'il se passe quelque chose de spécial. Donc, on a une boucle hein, qui va compter puis qui va attendre que notre compteur arrive jusqu'à 9. Puis, tant que c'est pas à 9, ça recommence. La boucle, ça continue à compter. Quand on est rendu à 9, ben, on load notre X avec 0. Fait que on a notre index register qui est à 0. On load la valeur 28. Puis, on la store à 0. Fait que qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est qu'on va prendre la valeur 28. Puis, on va aller la stocker à la case 0 plus X qui est 0. Fait que ça va aller la stocker à la case 0. À la case 0, en ce moment, on a notre instruction de branch count. Fait qu'on va venir écraser cette instruction-là. Puis, qu'est-ce qu'on va venir écraser? On va venir l'écraser avec quoi? On va venir l'écraser avec 28. Puis, 28, si on regardait dans notre aide-mémoire de PEP8, c'était un NOP, okay? Un No Operation. Fait que ça faisait en sorte qu'à la place de brancher, la prochaine fois qu'on passe par là, on fait juste un NOP qui me permet de faire le stop par la suite. Donc, c'est comme ça qu'on était capable de skipper le branch et faire un stop à la place. Ensuite, on te demandait c'était quoi ce type de programme-là. C'est un programme impur. Puis c'est pas mal ça qui se passait avec celui-là. J'ai une question d'Angelbert. Répète ça. Ouais. Ouais. Ouais.
Ah ouais, en fait, j'ai fait une erreur dans mon programme, mais ça change pas la fonctionnalité, en fait. Je crois. Mais j'ai ma... je me suis donné ma propre mauvaise réponse. Parce que ça va donner 0028, ça va loader, fait que ça va faire que c'est un stop initialement direct. Ah, c'est une bonne twist, ça. C'est bon, ça. C'est drôle. Ça devient un stop directement? Ok. C'est encore meilleur. C'est bien plus compliqué comme réponse. Fait que ici, t'as bien raison. Hein? Le principe aurait dû être store byte, en fait, ici, qui aurait marché. Ouais. Fait que le principe, c'est à la place que ça devienne 28 avec des choses, ça devient directement 00, qui devient un stop directement ici. Fait que c'est comme ça que ça devient un stop. Bon point, bon point. Ah oui, ben là, ça fuck parce que le principe ici, c'est que la mémoire a été changée, là. C'est normal que ça fasse plus le même programme. Rien ne va plus là, à ce moment-là. Cool, cool. Fait que c'est un programme un peu, la première instruction changeait. C'était ça le principe de la chose. OK. On veut continuer, on veut compléter le programme, okay, qui va traduire en code Morse. On avait 3 blocs à remplacer, à mettre des instructions à l'intérieur. Donc, je n'irai pas trop dans les détails de celui-ci. Donc, le principe ici, c'est qu'on voulait prendre un chiffre et on le traduit en code Morse. Fait qu'on a le principe de c'est un chiffre, ok, on le traduit en code Morse derrière. Il fallait, on regarde ici, on avait 3 places à remplacer. Donc, il fallait trouver des instructions à mettre ici, trouver des instructions à mettre ici, puis la partie la plus importante, là, c'était la plus longue, en fait, plutôt, c'était de rajouter les instructions qui venaient avec le symbole. Donc, le principe, pour notre élément, hein, on allait se déplacer par rapport à un indissage parce qu'on allait faire des char-row, des string O qui allaient sortir la valeur. Donc, on avait le paquet d'adresses à gérer dans notre bloc Morse. Puis, on avait ensuite dans notre nombre, on voulait savoir c'était quoi la valeur, hein, qu'il fallait utiliser pour se positionner. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est, admettons que moi, je rentrais le caractère 4. Ben, il fallait... parce qu'ici, on avait directement un char i, hein, qui saisissait notre nombre. Fait que nous autres, on avait des choses en ASCII. Puis, à partir de là, on avait à soustraire le code ASCII 0 qui me permettait de trouver c'était combien le décalage requis. OK? Une fois qu'on avait ce décalage 0-là, il fallait trouver aussi si c'était... non, celui-là, il n'y a pas rapport avec... C'est tantôt ça, cette affaire-là. On met ça, les éléments importants de ce numéro-là. Fait qu'on avait un programme, il fallait trouver les petits blocs à remplacer. Dernier numéro, on avait de créer un programme. Donc, là, ici, c'en est un parmi tant d'autres. Okay? Tant que c'est fonctionnel, moi, j'ai pas de problème. Donc, on voulait un programme qui lit des nombres. Une fois qu'on a lu le nombre, on va regarder s'il est divisible par 2. S'il est divisible par 2, on affiche la division par 2. Sinon, on affiche le nombre initial, puis la saisie recommence
tant qu'on n'a pas rentré 0. Donc, le principe, c'est pour être capable de savoir si un nombre est divisible par 2, tu peux utiliser, OK, le AND. Hein, donc, si un nombre est divisible par 2, c'est que sa représentation binaire, admettons que j'ai un nombre quelconque, OK, ici je ne regarde même pas, c'est en fait seulement ce bit-là qui est important à savoir si c'est divisible par 2. Parce que c'est ce bit-là qui me dit si c'est pair ou impair. Donc, le principe, c'est que je peux isoler ce bit-là, puis être capable de regarder est-ce qu'il est à 1 ou à 0. Donc, pour être capable de l'isoler, on pouvait utiliser la commande AND qui me permettait de faire un et logique binaire et de trouver seulement le premier qui venait avec. Est-ce que tous les éléments étaient concordants? Puis si on a ça, ben, on peut le comparer. Si c'est 1, c'est que il faut l'afficher directement. Sinon, on le divise par 2, qui demande de faire un décalage vers la droite. Donc, puisque c'est en binaire, les divisions par 2, les multiplications par 2, c'est des choses faciles qu'on peut faire en utilisant les décalages du registre. Donc, un petit décalage vers la droite me permet de faire une division par 2 qui va être ensuite affichée pour reprendre ensuite le programme et refaire des saisies. C'est pas mal ça. Donc, les trucs et astuces, là, indépendamment du reste, c'était de trouver comment c'était un élément divisible par 2, habituellement avec un AND-A, puis d'être capable de faire la division par 2 en faisant un décalage vers la droite. Encore une fois, s'il y a d'autres versions de la chose, si vous êtes arrivé à bon port avec une fonctionnalité, moi, c'est pas un problème. Une question de Félix. Pas de question. Oh, oui. Mm-hmm. Ouais. Fait que le principe ici, c'est que le AND, okay, va prendre, admettons, l'élément que j'ai mis dans le nombre. Okay? Fait que, admettons, ici, j'ai mis une valeur quelconque. Okay, j'ai rentré ce nombre-là dans mon nombre. Okay? Fait que ici, c'est NB. Puis là, moi, j'ai dit, je fais un et logique. Et. Puis le et logique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder chacune des cases, puis il va faire un et avec cet élément-là. Hein? Le et, c'est il faut que les deux soient vrais pour que le résultat soit vrai. Fait qu'à partir de là, si moi j'y donne, je veux que tu fasses un et avec un 1 directement, ben lui, il va faire... on va le faire de même. Il va faire le et logique binaire comme ça. Fait que le résultat de ça, qu'est-ce que ça va être? Ben, puisque la majorité des choses, c'est des zéros, hein? Si je fais 1 et 0, ça me donne 0, 0, 0, ça me donne 0, 0, 0. Puisque le deuxième, c'est majoritairement des zéros, c'est sûr que ça va tout me donner des zéros. Mais le dernier, là, ça va dépendre de nombre. Si le nombre c'est 1, ça va être 1. Si le nombre c'est 0 ici, ça va être 0 ici. Fait que le 1 que j'ai mis ici, c'était à quelle valeur je veux comparer de manière binaire mon élément. Si j'avais mis, mettons, je sais pas moi, 5, ben, ça aurait fait ça ici. Vous savez que ça aurait pris la représentation binaire de 1, puis ça aurait fait une comparaison logique et de manière binaire. Est-ce que ça répond à ta question? Exactement. Moi, j'utilise ici le fait que si un élément est divisible par 2, ça, il faut que ça donne 0. OK? Parce que si, admettons, justement, là, j'ai 5
Hein, en binaire, ça me donne 1, 0, 1. Si j'ai 8, ça me donne 1, 0, 0, 0, 0. Si j'ai 10, c'est 1, 0, 1, 0. Le dernier, OK, ça vaut 1. Fait que si c'est pair, puis que c'est donc divisible par 2, le dernier bit va toujours être 0. Fait que moi, je voulais vérifier, est-ce que le dernier bit de mon nombre, c'est un 0 ou pas. C'est ça qui me permettait de décider, est-ce que c'est divisible par 2. J'ai une autre question de Louis. Mm-hmm. Oh oui, non, c'est ça. C'est un AND binaire. Là. Ça te donne un autre nombre complètement. Là. Ici, c'est beaucoup utilisé dans d'autres, des systèmes qui étaient extrêmement limités en mémoire. OK? Fait que, mettons, je pourrais penser à ce qu'on appelle les systèmes embarqués ou au début, là, qu'on avait justement des petits microcontrôleurs. Quand, OK, mettons, on avait des mots de 16 bits, mais on n'avait pas assez de mémoire pour tout stocker. Fait que qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on commençait à sous-diviser nos mots pour être capable d'aller chercher des informations qu'on voulait. Fait qu'admettons, ça c'était une première partie pour contrôler, admettons, un timer, ça c'était une autre partie pour contrôler, admettons, des moteurs, ça c'était une autre partie pour contrôler une affaire. Fait que là, quand moi j'avais besoin d'aller chercher cette information-là, qu'est-ce que je faisais? Ben, je faisais un et pour juste aller chercher la partie que j'ai besoin. Comme ça, je pouvais juste travailler avec cette partie-là. Puis à partir de là, je pouvais comme sous-diviser mon seul mot en plusieurs informations pour commencer à l'utiliser avec. C'est comme ça l'idée initiale de cet outil-là. Là. Alright. Donc, j'ai David. C'est la valeur directement qui est utilisée comme ce qu'on appelle un masque, en fait, binaire. Ben, si tu fais 0 ici, c'est que le masque et que tu es en train de faire va être ça. Et donc, le résultat sera automatiquement toujours 0. Fait que c'est possible, l'utilité de la chose, ça c'est moins. Mais ça nous permet de mieux comprendre. Hein? On comprend mieux. C'est une bonne question. On a. Est-ce que c'est bon? Ou il y a d'autres sous-questions? On est bon. Ok. On a Asen. Excellent. On a Asen ensuite. Ben ici, fais attention là. Ok. Fait qu'ici, il faut faire attention. Faut faire attention en divisable et divisé. Divisable, ça veut dire qu'il est capable de. Diviser, c'est qu'il l'a été. Ouais. Fait que quelque chose qui a été divisé par 2, c'est ça a été fait. Donc, il faut que tu affiches la version qui a été divisée, le résultat ici. Là. Ben, le résultat de la division, ouais, ça aurait été. Un...
Fait que c'est quoi, toi, ton programme, il fait juste tout le temps afficher le nombre initial puis il s'en fout de la division? Fait que t'as fait ce qu'il est voulu. T'as fait ce qu'il est voulu, tout va bien. Ah, ben oui, ça a été le plus résultat. Mais ouais, c'est ça, on a perdu. Excellent. Super. Donc, ça faisait le tour de notre examen. On peut maintenant passer à notre exemple de la journée. Donc ici, j'ai... donc cette semaine, on a vu comment avoir des structures de données dans notre programme. Puis on utilisait le tas, hein, qui est l'inverse de la pile, pour être capable de travailler avec des éléments qui sont alloués dynamiquement, mais qui n'ont pas de mécanisme interne à notre programme d'assembleur. Hein, parce qu'on avait réussi à faire des allocations dynamiques là, avec notre pile, hein, avec notre sub-SP puis notre stack pointer. On était capable de travailler avec ça. Mais des fois, je veux allouer de la mémoire, puis je veux la gérer moi-même, puis être capable de dire ça c'est à moi, puis je peux travailler avec comme que je veux, puis que ça soit disponible en tout temps. Donc, le principe du tas, c'était cette prémisse-là, que je peux allouer des choses directement dans ma mémoire sans avoir de mécanisme spécial qui m'est fourni par mon processeur, par des mécanismes internes. Donc, nous autres, ici, je suis capable de mettre la chose. Donc, il y a différentes manières hein, de faire de l'allocation de mémoire. Encore une fois, c'est purement nous-mêmes qui décident qu'est-ce qui se passe. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est on a notre programme hein, qui est ici, puis on savait que nous autres, plus bas, on avait le stack qui peut commencer à... c'est mon stack pointer, le stack pointer est quoi ici, puis il remonte comme ça. Ben, nous autres, le tas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner okay, le point où on termine notre programme. Puis on va dire, ben, nous autres, on peut commencer à écrire dans cette partie-là parce qu'on sait qu'il n'y a pas rien qui est utilisé par nous. OK? Donc, on va allouer de la mémoire dans cet élément-là. Pour l'instant, la désallocation de mémoire, OK, on va faire fi de ça dans ce cours-ci. C'est un autre paire de manches. Nous autres, on va juste allouer, puis on va l'utiliser. Puis on n'ira pas dans la désallocation qui est plus complexe. On va dire ça comme ça. Non trivial. Fait que on s'est fait, hein, on s'est donné des outils manuels qui allaient me permettre de travailler avec ça. Donc le principe ici, c'est on se donne à la fin de notre programme. Donc c'est important que ces éléments-là, ça soit toujours à la fin du programme, parce que après ça, on va commencer à prendre des octets là-dedans, là, puis on va écrire des choses. Donc, à la fin, on a notre tas et ben, l'adresse de notre tas, puis le début. OK, donc dire, OK, je commence ça, puis je vais pouvoir commencer à ajouter des choses. Puis, on va avoir notre, OK, une nouvelle fonction hein, qui va prendre la valeur de A qui va allouer un certain nombre d'octets. Hein, donc, en gros, ça va juste changer, encore une fois, le pointeur de tête pour dire va-t'en plus loin. Ça va à quelqu'un d'autre. Puis, dans le
X, il va avoir, quand on va finir, le post-condition, donc on met dans le X le principe de voici ce qui a été alloué, tu peux commencer à travailler là-dedans. Fais attention de ne pas dépasser parce que sinon ça peut causer des problèmes. Fait que on a cet opérateur-là. On a vu dans le cours de cette semaine qu'on pouvait donc avoir des structures, des structures de données, donc des éléments avec des champs à l'intérieur, ou sinon des tableaux ou des listes chaînées, et ainsi de suite. Fait ici, je vous ai fait un petit exercice qui fusionnait les deux ensemble. Donc, qui était capable d'avoir une structure de données avec plusieurs champs à l'intérieur, puis qui nous permettait de avoir une liste chaînée de ces éléments structurés-là. Fait que ici, ce qu'on a fait comme programme, c'est un gestionnaire de notes de cours. Donc, le principe, c'est je peux rentrer différents cours. OK? Fait que mettons 11, 20, puis je peux rentrer la note que j'ai eue dans le cours. OK? Quand même, hein? Puis, je peux en entrer plusieurs. Puis, les informations vont être sauvegardées dans une liste chaînée. Fait que, mettons ici, 80. Quand même. Évidemment. Puis, ça attend un 0 pour arrêter. Puis, le principe, c'est que je peux aller ensuite faire des recherches dans cette liste-là pour être capable de retrouver les notes que j'ai eues. Fait qu'ici, mettons, je veux aller chercher mes deux notes. Fait que le principe, c'est j'ai une liste chaînée qui va sauvegarder toutes mes informations. Puis une fois que j'ai cette liste-là, je peux aller chercher des éléments. Puis quand je retrouve l'élément, je vais afficher le résultat que j'avais eu dans ce cours-là. Donc, il faut que j'aille une structure qui va contenir le numéro du cours et la note. Il va falloir que je fasse une liste chaînée pour que je puisse la parcourir parce que quand je vais aller rechercher l'information, il va falloir que je parcours ma liste pour retrouver le bon élément puis d'être capable de l'afficher. Alright? Donc, c'est un peu un mélange des différents exemples que on a vu dans la partie magistrale. Donc, le principe, c'est on va avoir la structure, OK, qui va contenir la taille de chacun de ces éléments. Donc, dans ce cas-ci, le cours lui-même, la note que je veux avoir à l'intérieur. Puis, puisque je veux faire ça comme étant une liste chaînée, je vais devoir avoir le prochain maillon qui va être lié ensemble. Puis finalement, on a la taille de chacun de mes éléments. Quand il va falloir faire un new, ça va être 6 octets, donc 3 fois 2 octets. 3 fois 3 éléments là, de 2 octets chacun, qui va falloir allouer sur mon tas. Ensuite, on a une valeur qui indique la tête de la liste, qui va me permettre de parcourir puis de le changer au besoin. Fait que la première partie, ça va être de construire ma liste chaînée pour être capable de retrouver les éléments. Donc, on va lire un cours. Premièrement, si je rentre 0, c'est qu'on a terminé. Donc, on fait juste lire. Si c'est 0, on passe à la prochaine étape. Mais si c'était un numéro de cours, je vais allouer une nouvelle case mémoire. OK? Ben, je vais allouer plusieurs nouvelles cases mémoire, en fait. Là. Je vais allouer un nouvel élément de ma structure sur mon tas. Donc, je veux appeler new, puis dans le A, je veux qu'on aille la taille que j'ai besoin. Donc,
je veux avoir 6 cases. Là, je sais que dans mon X, j'ai le pointeur vers mon élément alloué. Fait que je peux commencer à mettre des choses dans mon X directement. Fait que je peux mettre le cours que j'ai sauvegardé, OK, directement ici, en fait, ça va être avec le cours. Ouais, c'est ça. Donc, je reprends mon cours, je le store à partir de X, qui est déjà la bonne position, mais avec un décalage pour chacun de mes éléments. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un décalage de 0, 2 et 4. Fait qu'il faut juste que il y ait un décalage de 0, 2 et 4 qui vont être stockés correctement. Et à partir de ça, on change aussi la tête de place pour être capable de bien représenter ici. Et change la tête de place. Pour être capable de dire, ben, ma nouvelle tête, c'est à cet élément-là. Donc, une liste chaînée, c'est chacun des éléments. Il y a un lien vers le prochain, il y a un lien vers le prochain, il y a un lien vers le prochain, puis nous autres, on fait juste pointer sur le dernier qui était présent, puis ça nous permet d'aller rechercher juste en ayant une information primordiale. Donc, on est capable de se créer des maillons de notre chaîne avec cette boucle-là. Puis après ça, ben, ça recommence. Tant que c'est pas 0, ça en crée un nouveau, ça réassigne les différents éléments, ça le lie à ma liste chaînée, puis on est capable d'avoir ici une structure de données. Donc, si on va voir ça en action, ouais, je vais faire resume, je vais faire single step. Avant, je vais faire un clear memory pour mieux voir qu'est-ce qui se passe. Excellent. Donc, on a notre premier élément qui est prêt à être inscrit. Donc, on va pouvoir voir, j'ai le numéro du cours qui apparaît en premier. J'ai la note qui apparaît en deuxième. Puis, je vais avoir la tête de la chaîne. OK? Ben, le prochain maillon, dans ce cas-ci, il n'y en a pas, fait que c'est 0, qui va être indiqué ici. Ensuite, la tête de ma chaîne change pour indiquer que ben, mon premier maillon il est à 0,62. 0,62, c'est qu'est-ce que je viens tout juste d'écrire. Fait que après ça, on recommence, on lit le deuxième cours, c'est pas 0, fait que on alloue un petit peu plus de mémoire, puis à partir de là, on commence à mettre des choses. Fait que là, ici, j'avais mon premier élément qui était ici, comme ça ici, celui-là. Fait que là, le prochain devrait apparaître ici en mémoire, mais en fait, on va voir qu'on va les lier. L'ordre ici, c'est séquentiel, mais on aurait pu avoir d'autres allocations entre-temps, puis ça ne changerait pas qu'est-ce qu'on a besoin de faire. J'ai une question de Félix. Yes! Oui, donc, ben, c'est une excellente question, OK? Parce que dans le monde de l'informatique, à son début, il n'y en avait pas de validation, OK? Puis, c'était des erreurs de stack overflow ou de heap, le heap, c'est le tas, qui dépassaient le stack. C'était des erreurs graves qui étaient semi-communes, puis qu'on n'avait rien pour corriger ça ou faire attention à ça. C'est pour ça qu'au début, on parle de
des systèmes d'exploitation pré-Windows, ou en fait Windows 95, Windows 98, là, okay, dans ces temps-là, il y avait très peu de validation qui permettait de vérifier ça. Fait que ça faisait en sorte que un programme pouvait commencer à écrire en mémoire aussi qui avait vraiment pas d'allure, puis à partir de là, pouvait amener le système avec lui. OK? Fait que oui, ça a été un très grand problème dans les premières décennies de l'informatique moderne. Aujourd'hui, avec le principe de système d'exploitation, puis aussi les processeurs sont devenus plus outillés à ça, là. Okay? Donc maintenant, tu as le droit de dire que ce bloc d'instructions-là, il a juste le droit d'écrire dans cette plage-là de mémoire. S'il essaye de commencer à essayer de faire des choses, OK, donne-moi une interruption, avertis-moi, puis on va commencer à faire des choses. Donc, il y a des principes de sécurité maintenant qui sont un petit peu plus présents dans nos programmes. Fait que ça devient... c'est plus quelque chose qui arrive maintenant. Donc, quand on a un programme qui essaie de sortir de son petit élément, ça revient avec nous. Donc ici, la question, c'était, on avait nos programmes qui augmentent sur le tas, puis on a notre pile aussi qui augmente dans l'autre sens. Qu'est-ce qui arrive quand on a le Clash of the Titans, que les deux se percutent? Ça explose de manière extravagante, habituellement. Puis, en ce moment, on va juste assumer qu'on ne se rend pas là. Okay? Donc, en ce moment, on a quand même assez de mémoire pour les genres de programmes que nous, on fait, là. Fait que, pour l'instant, un peu comme la désallocation, hein, ce qui nous permettrait justement de réduire la taille du tas, on va faire fi de ça, puis laisser ça pour nos joies futures de cours, de systèmes d'exploitation et autres. Est-ce que ça répond à ta question? Fait que oui, c'était une problématique très 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 réelle. Si tu étais un informaticien de 1990 à 2003, 2000 quelques. On a une question de Kevin. Répondre à quoi exactement? J'ai pas... Et de la répéter, tu parles? OK. Fait que si je te parle de l'échaîner, est-ce que ça te dit quelque chose? Hein, c'est Prog 2, là, c'est dans votre vie, là. Fait que le principe de l'échaîner, c'est qu'on a une structure de données, on a un lien vers un deuxième maillon, puis lui, il y a un lien vers un autre maillon, puis lui, il y a un lien vers un autre maillon. Fait que le principe de notre programme, c'est de créer des maillons qui vont pouvoir être chaînés entre eux autres. En ce moment, on en a créé un seul, okay, qui a une première information avec le numéro du cours, avec une note, puis avec le prochain maillon. En ce moment, c'est le dernier dans la liste, fait qu'il y a 00 qui dit que c'est la fin de la liste. Voyons voir justement qu'est-ce qui se passe quand j'insère un autre maillon. Okay, donc, je sauvegarde le cours, okay, donc le numéro du cours, je sauvegarde la note, puis là ici, je vais sauvegarder le lien vers le prochain maillon. Qu'est-ce qui va se passer? Hop! Je mets en mémoire l'emplacement où j'avais justement l'information du maillon précédent. Donc ça ici, ça me permet de dire, ben, quand je commence ici, si je vais aller voir le prochain, je m'en vais voir à 0,62. Puis là, à 0,62, quand je vais aller voir au prochain, ben là, je vais voir à 0,0, ça veut dire que je suis rendu à la fin. Voyons voir qu'est-ce qui arrive quand je rajoute un autre maillon dans la liste. On sauvegarde le prochain, on alloue de la place, on sauvegarde le cours, on sauvegarde la note, puis on sauvegarde le prochain maillon. Fait que là, c'est 68. 68, c'était notre deuxième qui dit que le prochain, c'est 62. Puis le prochain qui disait que c'était 62, c'est rendu 0. Fait qu'on peut voir ici qu'il y a un lien d'adressage qui
ben, se chaîne, hein, pour une liste chaînée. Donc, ça va me permettre de... Moi, j'ai l'information de je suis rendu ici, puis à partir de là, je peux revenir en arrière, puis aller faire la liste pour la parcourir. Ouais, ici, on l'insère par l'avant, ça fait moins de code. Quand on n'a pas de besoin spécifique, on peut décider si on l'insère à la fin, si on l'insère à l'avant. C'est pas une problématique. Ici, on ne trie pas non plus nos informations. Fait que c'est juste un paquet d'infos. Fait que on a pris la méthode qui prenait le moins de code. Alright. Fait que ici, il en reste un dernier, je crois. Et après ça, on va aller à notre find. Fait que là, j'ai dans mon code la liste chaînée. Puis, je veux être capable de parcourir cette liste-là plusieurs fois, puis être capable de trouver des valeurs à l'intérieur. Fait qu'ici, on n'a pas trié notre affaire, là. Fait que on va à chaque fois juste reparcourir la liste. Il y aurait des méthodes plus efficaces, là, mais ici, je voulais vraiment juste bien démontrer le principe de liste chaînée avec des structures. Donc, on va pouvoir lire un cours que je veux retrouver. Fait que moi, je veux retrouver le cours 848, là, qui est en fait le 21-20 en hexadécimal. Là. Fait que va falloir que je parcours chacun de mes nœuds, chacun de mes nodes. Regardez, est-ce que le cours c'est le bon? Si le cours c'est le bon, là, je l'affiche. Fait que on y va, on avance. Donc, je regarde, bon, est-ce que j'ai fini mes recherches? Donc, non, parfait. Donc, je commence, puis je vais regarder la tête de ma liste chaînée. Hein? Donc, on va commencer par le dernier qu'on a inséré, qui doit être celui-là ici. OK? Puis, on va regarder dans celui-là le cours, OK, qui est dans ce maillon-là. Donc, je regarde, là, je suis à mon premier, qui est en fait le dernier que j'ai inséré. Donc, je regarde le cours, c'est 2171. Je vais le comparer à qu'est-ce que moi je recherche, 2120. Puis si c'est pas ça, je passe au prochain maillon. Fait que je peux voir ici, je load le next pour aller chercher le prochain maillon. Puis je continue, je regarde, c'est quoi qu'il y a dans ce cours-là? C'est 3080. C'est pas celui que je recherche. Je passe au prochain maillon. Je regarde, le prochain cours que j'ai, c'est 5150. C'est pas celui que je recherche. Je passe au prochain maillon. Fait que le principe ici, c'est qu'on a cette prémisse-là qui se fait à chaque fois. Puis quand on l'a trouvé, ben là ici, ça fait juste passer au travers du déco, du char O. Puis en ce moment, on passe au prochain maillon. Mais si on voulait, on pourrait en fait arrêter tout de suite en considérant qu'on a juste une fois chacun des cours. Si on a plusieurs fois le même cours avec plusieurs notes, on pourrait le laisser comme ça. Mais ici, on pourrait facilement faire un de même. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Ça aussi, ça fonctionne. Fait que le principe, c'est une fois qu'on l'a trouvé, on recommence notre recherche. On va chercher un nouveau numéro de cours. On parcourt notre liste chaînée. On essaie de trouver notre numéro de cours. Dès qu'on l'a trouvé, on l'affiche. Et on recommence jusqu'à temps qu'on aille rentrer la valeur 0 qui me fait arrêter mon programme. Fait que ici, le principe, c'est d'être capable de comprendre le principe de heap, le tas.
qui grandit après la fin de mon programme, qui va avoir des éléments qui sont alloués avec une fonction que nous, on a faite, là, complètement manuelle. Là. Il n'y a rien de spécial qui existe. C'est vraiment nous on se donne des droits dans la mémoire. Puis nous autres, on se donne des restrictions, mais c'est purement par convention. Hein? C'est totalement géré de manière manuelle. Fait qu'il faut faire attention ici de ne pas dépasser, il faut faire attention de respecter où c'est qu'on est rendu dans notre heap, et ainsi de suite, pour que tout fonctionne correctement. Excellent. Fait que, comme d'habitude, ce petit logiciel-là, je vais le mettre sur le site de cours avec notre discussion d'aujourd'hui. Mais ça ferait le tour pour notre période synchrone ensemble. Est-ce qu'on a des questions avant qu'on se laisse pour aujourd'hui? Où tout va bien? On est content? Aujourd'hui, il fait beau, je pense. Il fait beau aujourd'hui? Je ne suis pas certain. On espère qu'il fait beau. OK. Passer un petit peu de temps dehors. J'espère que tout le monde a été faire son deuxième vaccin, là. Hein? Tout le monde peut prendre des rendez-vous. Puis sinon, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai passé une sale nuit avec ce deuxième vaccin-là. OK? Il faisait 27, puis je grelottais de froid. C'était excellent. Mais c'était juste une mauvaise nuit à passer. Autrement, on se revoit la semaine prochaine où on va commencer à parler des conceptions de systèmes. Donc, on va sortir de notre partie d'assembleur, puis on va regarder comment est-ce qu'on construit des processeurs. Une question de Félix. Ben, il n'y aura plus de code, OK? Mais il va y avoir d'autres éléments plus pratiques quand même qui existent là. OK, donc on va voir un peu de la logique booléenne, il va y avoir des tableaux de Carnot, des choses fun de même. Moi, ayant un baccalauréat en génie électrique initialement, ça me parle beaucoup. Fait que c'est pas juste théorique, il va quand même avoir des parties pratiques de voici une question avec des nombres. Trouve-moi la réponse. J'ai une question de David. Oui, totalement, là. Non. Puis c'est aussi un précurseur au deuxième cours dans cette série-là, là, qui est architecture des ordinateurs. Donc, c'est un peu, on défriche le terrain pour que vous ne soyez pas complètement perdu dans le cours subséquent. Suivant? Ouais. Excellent. Donc, on termine pour aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde.